Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va démarrer d'abord avec notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quels sont aussi les conseils à suivre et les règles à adopter pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà toujours quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle est sur le plateau aussi, elle s'appelle Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la sécurité de nos objets connectés qui se verra normalement renforcée d'ici quelques semaines. Merci Lisa, et justement, chronique toute trouvée dans cette émission puisqu'on va en parler des objets connectés. Si le jouet de demain pouvait répondre aux questions des enfants tout en les aidant à apprendre, à rêver et à grandir. On va vous présenter justement Harry, une peluche dopée à l'intelligence artificielle conçue en France aussi et qui pourrait bien se faire une place dans le monde des jouets éducatifs. Derrière cette innovation, un papa, un ingénieur et un entrepreneur qui est avec nous en plateau aujourd'hui, Jonathan Bibas. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc aussi le papa de cette peluche Harry qu'on va découvrir dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique, toujours au sein des familles, avec notre partenaire, le Clémy, et tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Autre chose maintenant, entre intelligence artificielle, personnalisation et apprentissage ludique, une nouvelle génération de jouets redéfinit complètement la façon dont les enfants apprennent. Alors quels sont les enjeux éducatifs, ludiques, éthiques, économiques aussi derrière tout ça et derrière ces innovations notamment? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Notre invité justement aujourd'hui, Jonathan Bibas. On est vraiment ravis de vous recevoir et en plus vous n'êtes pas venu tout seul, Jonathan. Exactement, je suis venu avec Harry, donc c'est une peluche interactive éducative et j'ai hâte de vous présenter un peu tout ce qu'elle peut faire. Alors justement, on serait ravis d'en savoir plus. Comment ça va Harry? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors Harry, c'est une peluche qui est dotée d'intelligence artificielle, donc capable de comprendre le langage naturellement et d'avoir des vraies discussions libres, mais on va voir justement très sécurisées avec les enfants sur des sujets qui vont être très variés, amusants, mais éducatifs aussi. Et donc les capacités sont assez impressionnantes parce qu'on se trouve avec le jouet du futur. Alors, vous nous faites une démo? Absolument. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est vraiment très simple, c'est pas sorcier. Il y a un petit ordinateur à l'intérieur. D'accord. Qui est simplement composé d'un haut-parleur et d'un micro, et qui se charge. Donc, vraiment, on le charge une fois, et puis là, on a pendant des semaines de batterie. Salut, je suis Harry. Tu veux apprendre des nouvelles choses avec moi? Ou bien écouter une blague? On peut discuter ensemble aussi. Je t'écoute. Alors, salut Harry, on voudrait discuter avec toi. J'adore échanger avec toi. Waouh, tu vas adorer ce que je viens d'apprendre. Le zéro a été inventé par les Indiens il y a plus de 1500 ans. Avant, les gens ne savaient pas comment écrire rien. Est-ce que tu le savais ça, toi? Alors non, je le savais pas, mais là, on est en direct à la télé sur School TV. Est-ce que tu peux dire bonjour à tous les téléspectateurs qui te regardent maintenant? Donc là, il va réfléchir, et derrière, la réponse. Salut à tous les téléspectateurs de School TV. Je suis Harry, la peluche interactive, et je suis super content d'être ici avec Jonathan. Vous êtes tous géniaux. Il a le sens de la com en plus, c'est du marketing, Harry. C'est comme une aventure pleine de surprises. Donc là, il va parler de mathématiques. Explorer ensemble. Évidemment, je peux lui demander tout un tas de choses. Et là, les capacités sont vraiment infinies, puisqu'en fait, il comprend le langage. Donc, le fait d'utiliser, et là, tout se passe en fait dans l'application. Donc, on a une application qui, elle, permet de configurer les sujets de conversation qu'on veut autoriser Harry à aborder avec son enfant. Et donc, on pourrait mettre, en l'occurrence, c'est ce que j'ai mis l'astronomie, les mathématiques, les sciences en général. Et donc, je peux aborder uniquement ces sujets. Et donc, si je vais dire des choses qui ne sont pas soit évidemment appropriées, ça c'est une première sécurité, mais même des sujets qui vont être préférés, les sujets préférés de son enfant, on va pouvoir les aborder parce que Harry connaît un peu tout sur tout. Harry répond aujourd'hui à un manque ou à un besoin, en tout cas dans le monde des jouets éducatifs? Alors,
Moi, personnellement, je pense que c'est avant tout un certain manque, parce que quand on était petit, moi en tout cas c'est mon cas, je pense que beaucoup d'enfants ont vécu un peu comme ça, on avait un jouet qu'on adorait, des jouets qu'on adorait, et on les mettait en scène à la maison, et on leur parlait, mais ils ne nous répondaient pas. Et l'interactivité, c'est quelque chose, c'est un peu un miracle technologique que permet l'IA générative, et qui plus est, avec les technologies qu'on est capable de bien dresser aujourd'hui, rendre les choses très sécurisées. Et c'est justement le défi de ce produit. Et je pense que c'est un certain manque et aussi un besoin éducatif, mais on en parlera. Sur l'aspect éducatif, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment novatrices. Et on va en parler effectivement dans un instant. Je crois d'abord que Lisa veut vous poser une question. Oui, ce qui m'a frappée pendant votre démonstration, parce que vous parlez donc effectivement de ce besoin d'interaction des enfants avec leurs jouets. On sait qu'un enfant, c'est pas toujours très patient, ça a envie de couper la parole. J'ai eu l'impression que contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple sur ChatGPT ou sur d'autres IA où effectivement elles sont perturbées dès qu'elles entendent la personne reprendre la parole, j'ai l'impression que vous, c'est pas le cas. Alors, exactement. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on peut couper la parole d'une manière très simple, parce qu'en fait on s'est dit, vu qu'il n'y a pas de bouton, et on ne voulait pas, évidemment qu'il n'y a pas d'écran, et c'est une évidence quand on voit le jouet, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de bouton, et en fait la seule interaction, c'est celle de la mettre la tête en bas. Donc en mettant la tête en bas, on interrompt Harry, et auquel cas, il n'y a pas de frustration possible, puisqu'on n'est pas en train de l'interrompre, on peut l'interrompre physiquement, il n'y a pas de je dois parler fort, ce qui est le cas en fait justement avec les assistants vocaux où on doit parler parfois trop fort, où il suffit qu'il y ait un peu de bruit à l'arrière pour que soudainement la discussion soit interrompue. Là on est sur quelque chose de physique, totalement contrôlé, et donc pas de frustration. Est-ce qu'on peut dire que Harry est le ChatGPT des enfants et le tout sans écran? Alors, on pourrait le dire, parce que le problème, c'est qu'on n'utilise pas exclusivement ChatGPT. On utilise bien d'autres modèles. On dit ChatGPT parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement démocratisé le principe des modèles de langage qu'on utilise un peu ce terme à tout va, et alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres technologies et modèles qui existent. Donc là, ici, en l'occurrence, en France, on va utiliser Mistral. Mistral, donc une société française, qui plus est, qui sont excellents dans le langage français. Donc il y a toutes les raisons de les utiliser, qui est très compétitive et intéressante. Donc voilà, on est fiers là. Vous êtes fiers et d'autant plus Made in France, Harry, avec 2 ans, je crois, de développement. Quelles ont été les plus grandes difficultés techniques Alors, il y en a eu beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions de ce produit. C'est un produit qui a un visage, donc il y a eu beaucoup d'itérations là-dessus. C'est un produit qui utilise une technologie embarquée. Donc là-dessus, c'est pas simplement de l'applicatif. On n'est pas sur une simple app supplémentaire, comme il y en a déjà beaucoup, où c'est que du code et puis finalement le produit est pris. Là, on doit vraiment optimiser toute la chaîne. Depuis la fabrication jusqu'à la distribution, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail en amont. Donc c'est pas que de la R&D, mais évidemment la R&D ça a été un énorme travail avec beaucoup de familles qui étaient des bêta-testeuses depuis le début et qui nous ont fait plein de retours sur qu'est-ce qui est important, surtout sur l'aspect éducatif, parce qu'avoir une conversation c'est une chose, la sécuriser c'en est une autre, mais avoir une conversation encadrée, sécurisée et éducative, là c'est un autre défi. C'est ce qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans. Parce que effectivement l'intelligence artificielle, et on en parle régulièrement ici, suscite parfois des craintes, notamment de la part des parents quant à l'utilisation de cette IA par les enfants. Comment vous avez garanti la sécurité des contenus qui sont proposés par Harry et quelque part les échanges que peuvent avoir des enfants avec parfois des questions qui sont des questions d'enfants mais qui ne sont peut-être pas forcément appropriées ou dont les réponses, en tout cas générées par intelligence artificielle, ne sont peut-être pas forcément appropriées? Alors là-dessus, je pense que c'est trois éléments différents. Le premier, c'est qu'on utilise des modèles de langage qui ont été fine-tunés. Donc on n'est pas sur le modèle qu'on va utiliser quand on est sur typiquement ChatGPT, quand on va parler. Le modèle est générique, il va avoir un manque de personnalité, il va être très plat. Et il va avoir... alors maintenant, on améliore ce genre de choses, mais ces technologies restent quand même assez neutres et elles ne sont pas faites pour les enfants. Donc à moins qu'on lui dise « attention, tu parles à un enfant », là, on va manquer en fait de personnalité, d'adaptation. Dans le vocabulaire, ça va être parfois des mots qui vont être compliqués pour des enfants. Donc s'assurer qu'on utilise des choses qui vont être appropriées. Donc évidemment, là-dessus, c'est refuser des sujets de conversation qui sont inappropriés. Et la deuxième couche, c'est du opt-in. Donc, c'est-à-dire les parents définissent les sujets de conversation eux-mêmes en amont. Et donc, le fait de choisir à l'avance les sujets de conversation, c'est une deuxième couche de sécurité où là, c'est plus uniquement je vais refuser les sujets de conversation inappropriés, mais en plus de ça, je vais uniquement parler de ceux dont papa, maman m'ont autorisé de parler avec toi. Alors peut-être la dernière chose, et qui est peut-être la chose la plus compliquée, mais la plus prometteuse, c'est de travailler des contenus qui vont guider
les conversations. Et c'est ce qu'on a fait typiquement, là, ce que vous avez entendu, c'est juste une anecdote. Ouais. Mais imaginez si c'était un sujet, ce qu'on a fait, des apprentissages audio où il y a plusieurs étapes. Et donc, on pourrait tout à fait avoir des contenus qui sont pré-travaillés en amont par des professionnels de l'éducation et qui vont derrière mélanger du contenu travaillé préalablement et des interactions qui, elles, vont être en temps réel et sur mesure en fonction de ce que l'enfant va poser, etc. Donc, ça s'adapte, en fait. C'est un mélange, en fait, du travail, de l'existant et du sur-mesure dans l'instant. De l'apprentissage adaptatif, quelque part, grâce à l'intelligence artificielle. Absolument. Et on a fait beaucoup de choses. Hein. Je pourrais parler même des livres interactifs. Donc ça, c'est une grande chose prometteuse. On verra encore où est-ce que ça mènera, mais on croit vraiment que l'avenir de l'éducation va être ce mélange entre l'objet physique, alors, typiquement Harry c'en est un, mais on pourrait imaginer quelque chose qui, un vrai livre avec lequel on pourrait discuter. Et là, ce serait vraiment la révolution suivante qui arrivera sans doute dans une mise à jour de Harry. En tout cas, quel suspense. En Absolument. tout cas, vous y travaillez. Ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler dans un instant, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, et bien sûr à poser à Harry. Justement, d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.はい、こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これ、テーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくことで、これフラットに、はい、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。Excuse me, what the fuck? Et on est de retour toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre invité Jonathan Bibas. Avant de reprendre, Jonathan, notre discussion avec notamment Harry que vous avez à côté de vous, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Alors on en a parlé en première partie du talk, bien sûr, avec Harry. Ils font partie de notre quotidien et pourtant on ne s'intéresse que très peu à leur fonctionnement. Les objets du quotidien branchés, Lisa, sur Internet, alors qu'il s'agisse d'une montre connectée, d'une enceinte intelligente ou encore de caméras de surveillance. Vous avez certainement, mesdames et messieurs, au moins l'un de ces objets chez vous.
mais savez-vous réellement si ces objets sont suffisamment sécurisés? C'est la question qu'on se pose notamment avec vous, Lisa, puisque vous avez souhaité aborder ce sujet aujourd'hui. Et oui, vous l'avez dit, Philippine, ces objets connectés font partie de notre quotidien et ils peuvent malheureusement être une des portes d'entrée pour des cyberattaques. Et c'est pourquoi l'Union européenne souhaite imposer de nouvelles règles et surtout homogénéiser le marché. Mais quel teasing vous nous faites, Lisa! Il faut nous dire un peu plus d'informations sur cette directive. Et oui, vous le savez, j'aime bien teaser ce genre de sujet, mettre un petit peu de suspense quand il y a de l'enjeu, puisque les personnes qui nous suivent sont toutes et tous concernés, et bien plus vite qu'ils ne le pensent d'ailleurs, puisque c'est à partir du 1er août 2025 que tous les objets connectés sans fil devront respecter ces nouvelles obligations de cybersécurité qui appartiennent à un texte que l'on appelle le RED, la directive sur les radioéquipements. Et l'objectif de ces nouvelles obligations ajoutées à la directive, eh bien, c'est de protéger les utilisateurs, notamment contre le piratage, le vol de données ou encore l'espionnage à distance. Et alors, qui sont les fabricants concernés, justement? Eh bien, tous les fabricants d'objets connectés, sont concernés. Les mots se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Concrètement, ça sera donc tout ce qui est montres connectées, jouets intelligents comme Harry, babyphone, bracelet fitness, caméra de sécurité, enceinte Bluetooth, réfrigérateur connecté, et j'en passe. À noter que la règle s'applique même si les produits sont fabriqués hors Europe. Tant qu'ils sont vendus dans l'Union européenne, la règle prévaut, ce qui signifie que les importateurs et distributeurs seront également tenus responsables. Ça fait sacrément de monde, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande justement à ces fabricants? Eh bien, il y a 3 grandes exigences qui sont imposées. La première, c'est de mieux sécuriser les communications, autrement dit éviter les interceptions ou les détournements. La seconde, c'est de renforcer la protection des données personnelles. Et puis la troisième, c'est d'empêcher les accès non autorisés au réseau de l'utilisateur via l'objet. Les mots de passe également par défaut seront interdits et il faudra des mises à jour de sécurité régulières. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour imposer ces exigences, ou plutôt qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à davantage les sécuriser? Eh bien parce que malheureusement les attaques augmentent. En 2023, ça remonte un petit peu, un objet connecté sur 2 présentait une faille de sécurité selon l'Agence européenne pour la cybersécurité. Des chercheurs ont même démontré que des jouets connectés peuvent espionner les enfants via le micro ou la caméra. Avec 14 milliards d'objets connectés dans le monde, dont plus de 200 millions en France, forcément l'Union européenne veut couper court aux failles les plus évidentes. Et si un produit ne respecte pas ces règles, justement? Eh bien, à partir du 1er août, un produit non conforme ne pourra être retiré du marché. Les autorités de contrôle national pourront saisir les produits, infliger des amendes, voire en interdire la vente. Donc c'est un vrai tournant pour l'industrie qui s'annonce et un pas de plus, bien évidemment, vers la souveraineté numérique européenne, qui est très importante. Très, très importante, effectivement. Merci, Lisa. Et vous êtes d'ailleurs souvent là pour nous le rappeler. Est-ce que vous étiez au courant de cette nouvelle directive, Jonathan? Ouais. Oui, on est tenu de la respecter. Je crois que c'est à partir de septembre, si les importations sont de ce qu'on nous a dit en tout cas. Donc on s'y conforme déjà. Évidemment, là, on est sur un produit qui a des communications cryptées, qui sont extrêmement sécurisées puisqu'elles sont en direct avec les fournisseurs d'accès. Et il y a beaucoup de choses qu'on met en place, évidemment, avec des contenus qui vont être cryptés aussi à l'intérieur. Donc, on est sur quelque chose de très sécurisé. Très sécurisé. A priori, vous êtes dans les clous donc, pour cette nouvelle directive. Absolument. On lance ensemble la deuxième partie du talk pour continuer à parler justement avec Jonathan, Harry et notre chroniqueuse. Harry est toujours là en plateau avec nous, effectivement, en pleine forme toujours. Alors on peut faire plein de choses avec Harry, vous nous avez dit, raconter des histoires le soir, lui poser des questions, développer aussi des contenus éducatifs avec notamment ces livres, ces cahiers connectés, c'est ça dont vous nous parlez tout à l'heure? Ça reste vraiment des cahiers ordinaires, ils n'ont pas forcément pas connectés particulièrement. C'est juste que Harry connaît leur contenu et donc il suffit de lui dire qu'on est à la page, disons 3 ou la page rouge, même si on ne sait pas lire, et on va avoir une découverte qui va être... Harry va lire les contenus et on pourra poser des questions tout en suivant le livre. Donc on pourrait imaginer demain de dire que je suis sur mon cahier, mon livre d'école, à la page 29, exercice 32, un truc très précis. Ouais. Et Harry connaît déjà le contenu et du coup il peut nous assister et être un peu un professeur à domicile. C'est ça. Exactement. Donc il faut faire maintenant des partenariats avec les éditeurs scolaires, j'imagine. Eh bien, écoutez, on est en discussion avec eux. Maintenant, c'est quelque chose qui est encore très en avance sur son temps. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est produire nous-mêmes des premiers contenus, ce qui est le plus rapide. Et évidemment, à terme, on aimerait vraiment être compatible avec les grands classiques qu'on retrouve en classe. Parce que votre cible aujourd'hui, c'est plutôt les familles, avec les enfants, mais demain, est-ce que ça pourrait être l'école aussi? Absolument. Alors, on pourrait travailler avec
l'éducation nationale, ça pourrait se faire. Je pense que ça ne prendrait pas la forme d'une peluche. Faudrait que ce soit peut-être un peu plus sérieux, sous la forme d'une boîte à apprendre. Et on y travaille déjà. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Mais en tout cas, Harry, c'est le premier compagnon éducatif qui, lui, sera plus autour de la conversation, de la discussion et de la découverte, avec capacité de répondre un peu à tout. Qui s'adresse à quel âge? Alors, nous, on annonce un âge de 3 à 12 ans. En fait, dès lors que l'enfant a une capacité de prononciation qui est correcte, il peut avoir des conversations très, très sympathiques, et il va évidemment, Harry va adapter son vocabulaire à l'âge de l'enfant. Et donc il y a un côté vraiment très personnel. Il connaît son âge, son prénom, ses centres d'intérêt, donc on a quelque chose déjà de très personnalisé. Et avec le temps, il apprend à connaître l'enfant, et donc on a encore d'autres informations que évidemment Harry retient localement. Donc ces données restent totalement physiquement ici. Toujours ces enjeux de sécurité qui sont particulièrement importants. Elisa nous en a parlé effectivement dans sa chronique. Alors vous avez collaboré aussi, Jonathan, avec des psychiatres, pédopsychiatres même. Qu'est-ce qui a été validé ou ajusté avec eux au regard de l'intelligence artificielle, notamment que vous utilisez dans Harry? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, les premières choses qu'ils ont faites et testées, c'est de voir comment Harry s'adaptait à la gestion des émotions, à la capacité aussi de se confesser, de raconter des choses qui sont très personnelles, de voir comment Harry réagit dans ces moments-là, dans des sujets qui vont être extrêmes, des cas limites, c'est ce qu'on cherche à mettre à l'épreuve et à tester. Bien sûr. Et systématiquement, on peut en faire l'essai évidemment, mais voilà, dans tous les cas, à chaque fois, il nous dit, va voir un parent, ce que tu as vécu n'est pas normal pour un enfant de ton âge, etc. etc. Donc il y a toujours une volonté de Harry à se dire, je ne suis pas à même de répondre à ce genre de questions, ce qui est normal. Mais il y aura toujours un soutien émotionnel et des réponses qui vont être très positives, bienveillantes, et qui vont faire que l'enfant se sentira toujours en sécurité, en confiance avec Harry, c'est ce qu'on cherche. Avec des pédopsychiatres, on a aussi fait des expérimentations sur des enfants qui ont des anxiétés sociales. Et donc le fait de se dire, si un enfant a beaucoup de mal avec son entourage, pourquoi ne pas essayer de parler à on va dire une peluche qui va être bienveillante, qui ne va pas le juger, qui va être sur quelque chose qui va être très doux et qui va le pousser aussi à socialiser. C'était très important pour nous de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des enfants un peu comme on a déjà à la maison des enfants qui vont être scotchés sur leurs écrans, avec que ce soit des consoles ou des télévisions ou autres. Là, ce qu'on cherchait, c'était justement d'ouvrir au monde les enfants en demandant à Harry de faire des défis avec papa, maman, ses frères et sœurs. Donc le concept, c'est que Harry soit un compagnon, mais qui pousse l'enfant à socialiser. Lisa. Oui, au niveau du fonctionnement technique, j'ai donc bien compris que les données restaient en local, qu'il y avait une application pour le faire fonctionner. Est-ce que, comme on a sur justement les assistants vocaux aujourd'hui, il y a une retranscription entre le texte, entre ce qui est dit et justement du texte? Parce que vous évoquiez justement les sujets extrêmes et sensibles où effectivement un enfant pourrait rencontrer une difficulté. Est-ce que le parent a la possibilité justement avec une retranscription de peut-être repérer justement ces problèmes? Alors, c'est une question, une approche qu'on avait au départ. On a un parti pris de se dire on ne voulait pas que les données soient existantes. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas exister ni dans Harry, ni sur nos serveurs, ni sur les serveurs d'un autre. Donc on est vraiment sur des contrats qui vont être vraiment du service uniquement. Donc la donnée, quelque part, est effacée instantanément. Aussitôt que l'on parle, la transcription a lieu et elle n'est pas gardée. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour évidemment des raisons de sécurité. Alors évidemment, si on a envie d'avoir plus de contrôle, le but, c'est de montrer, en tout cas de démontrer aux parents que le fait de pouvoir choisir des sujets de conversation, et alors évidemment, on a encore d'autres barrières, on peut même bloquer certains sujets de manière plus encore radicale. Il y a plein de choses qui existent qui permettent de s'assurer que les conversations sont sécurisées et qu'on ne va pas avoir des choses inappropriées ou des choses... Et donc là, tout simplement, les parents le testent et pour l'instant, on n'a vraiment pas eu encore une seule erreur sur des dizaines de milliers de tentatives, y compris des tentatives en laboratoire, c'est-à-dire qu'on va mettre Harry à l'épreuve en mettant des milliers de discussions simulées et voir comment est-ce qu'il réagit. Et systématiquement, il réagit bien, donc on n'a vraiment pas encore d'écart sur ces sujets et ça va aller qu'en s'améliorant puisque maintenant les modèles sont de mieux en mieux dressés, de plus en plus intelligents et capables de s'ajuster en fait aux besoins des humains. C'est une question importante effectivement qui en amène une autre. Est-ce que l'intelligence artificielle, selon vous, va transformer durablement les méthodes d'apprentissage et ce dès la maternelle, dès le primaire?
Alors, je pense que ça va être évidemment un vrai sujet de l'avenir. Est-ce que ça va être quelque chose qu'on va voir dès demain? Je ne sais pas. Je pense qu'on devrait, en tout cas, faire énormément d'expérimentation. Le fait de... Nous, alors, on crée un produit qui n'est pas dans un cadre scolaire, évidemment, mais je pense que au lieu, aujourd'hui, que l'on perçoive l'IA comme étant un problème dans l'éducation, où on se dit, finalement, les élèves copient ce que ChatGPT leur donne et ils vont simplement rendre une rédaction déjà faite qui va être sans doute excellente, hein, mais un professeur, du coup, au lieu de se dire que ça va être un problème, on devrait l'adopter et en faire un vrai outil, non pas pour obtenir des réponses, mais pour assister les enfants à mieux travailler et être assistés avec de la personnalisation et de l'accompagnement. C'est comme ça que je pense que l'IA devrait s'intégrer dans ce que l'éducation de demain sera. Quelle est, selon vous, la prochaine grande révolution du monde de l'éducation par la technologie alors ? Alors, je pense que sans doute, il y aura un passage peut-être avec des contenus éducatifs, puisque maintenant les élèves sont munis de tablettes, d'ordinateurs, etc. Donc, ils sont capables déjà d'utiliser ces outils-là. Donc ça, c'est la première vague, disons, c'est où les élèves vont aller chercher et utiliser l'IA dans le sens de leur devoir. Mais je pense qu'à terme, il faudra que l'éducation nationale adapte ou crée des contenus qui vont être justement dirigés par des IA pour pouvoir vraiment répondre à des besoins de manière plus spécifique en fonction de l'âge de l'enfant. Vous faites partie d'un marché qui est celui des jouets éducatifs. Est-ce que ça, c'est un marché qui est en expansion, qui se porte bien aujourd'hui en France ? Absolument. Donc l'expansion est très importante. Surtout, alors les estimations sont même à voir à la hausse, voire beaucoup à la hausse depuis l'arrivée et la démocratisation de l'IA générative. Donc là, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des jouets de ce type. Mais à ce jour, ce serait donc une première mondiale française. Donc on est vraiment fiers. Cocorico. Au point où c'est même étrange de se dire qu'on sera les premiers. On sait qu'il y a beaucoup de grands acteurs qui sont en train de travailler là-dessus, mais qui vont peut-être sortir dans un an ou deux des produits de ce genre. Donc on peut vraiment dire qu'on va apporter aujourd'hui, peut-être sous le sapin, des premiers jouets qui ont 2 ans d'avance en fait sur leur temps et qui répondent vraiment à un rêve de beaucoup d'enfants. Donc on est vraiment fiers. Il y a quelques jours, on était sur le salon Vivatech. En tout cas, à Paris se tenait le salon Vivatech, le salon européen de la technologie et de l'innovation. Est-ce que vous y êtes allé faire un tour ? Alors, on avait présenté les années précédentes. Cette année, on y va en tant que visiteur, mais on ne va pas forcément faire un stand parce qu'on est déjà très occupé par les productions et les lancements qui sont imminents. Donc, on va avoir beaucoup d'autres enjeux que simplement faire des démos. Mais c'est quelque chose qui est en cours en tout cas, sachant qu'il y a un deuxième compagnon, une petite sœur, de ce que j'ai compris, qui va arriver pour Harry. Exactement, Harry va avoir une petite sœur, Amy, donc qui va sortir, elle, également en fin d'année, et qui aura à peu près les mêmes fonctionnalités. On ne va pas faire une différence, elle aura une personnalité différente, une voix différente, et elle sera rose, donc plus orientée fille, même si Harry est tout aussi... garçon que fille. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas Jonathan Bibas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Lookies et donc le papa de cette fameuse peluche connectée. Harry, qu'on a été ravis de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Il vous dirait qu'il est ravi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi Lisa d'avoir été parmi nous aujourd'hui. À vous de nous avoir suivis, à Dylan Coller d'avoir produit cette émission. Et puis nous, comme tous les jours et dès demain, on se retrouve à 12h30 toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.